Avant de commencer, quelques éléments de présentation sur WeTakeCare et les bons clics que vous connaissez peut-être. Alors, WeTakeCare, on a une association qui mène des projets d'inclusion numérique depuis 2016. On a un mode d'action assez singulier parce qu'à la fois, on fait du conseil, donc on accompagne des collectivités, des entreprises sur cette question de l'inclusion numérique et on les aide à intégrer cet enjeu dans leurs pratiques. Et par ailleurs, on développe des solutions numériques qui permettent d'agir sur des problématiques sociales. Par exemple, les bons clics que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, qui est utilisé par plus de 65 000 aidants numériques en France, mais aussi des plateformes qui travaillent sur d'autres problématiques, par exemple le Déclic, qui est une plateforme qui vise à identifier et accompagner des jeunes décrocheurs, ou en tout cas des jeunes en insertion professionnelle. Euh, et donc oui, j'ai parlé des bons clics. Alors beaucoup d'entre vous utilisent justement les bons clics. C'est une plateforme pédagogique gratuite qui permet deux choses. Pour les aidants que vous êtes, d'accompagner vos publics. Donc, il y a à la fois un certain nombre de ressources, comme des ressources pédagogiques que vous pouvez projeter, des ressources pour monter en compétence sur des sujets. Évidemment, les webinars, par exemple celui-ci aujourd'hui, vous permettent de monter en compétence et d'accompagner. Et par ailleurs, et c'est une fonctionnalité qu'on développe de plus en plus, la plateforme a de plus en plus vocation à pouvoir être utilisée en autonomie aussi. Alors, en autonomie, ça peut être de la semi-autonomie ou de l'autonomie complète, mais ça peut être entre les ateliers, ça peut être pour refaire chez soi, par exemple, mais aussi pour certains profils qui sont déjà pas des débutants et plutôt qui sont relativement à l'aise avec le numérique. Ça permet aussi de progresser pour des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement humain très, très fort. Voilà, les bons clics pour les aidants, pour les apprenants. Et donc, cette introduction faite, je passe la parole à Basile Albert. J'ai rappelé tout à l'heure effectivement que l'ADI, c'était cette association qui accompagne et finance des projets entrepreneuriaux de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Donc, pour commencer, Basile, je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous présentes en 2-3 minutes l'histoire et l'activité de l'ADI, avec cette particularité d'être à la fois une association, donc vous avez des bénévoles, une mission d'intérêt général, et vous êtes une banque avec des agences, des conseillers. Voilà, donc comment ce modèle a-t-il été créé? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est à toi. Merci Paul. Alors tu l'as dit dans ton introduction, l'ADI est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui s'est donnée pour mission de permettre l'accès à l'entrepreneuriat aux personnes les plus vulnérables, les plus fragiles et qui font le choix, qui font ce choix-là en matière d'insertion professionnelle. Comment est-ce que est née l'idée de l'ADI? Il y a plusieurs choses. L'ADI a été créée il y a 35 ans sur plusieurs constats. Premier constat, c'est le développement très fort d'un mouvement dans les pays du Sud qui est celui de la microfinance. L'ADI est très, de manière très évidente une inspiration, le fruit de ce qu'on a pu observer dans les pays du Sud en matière de microfinance. Donc, notamment, on a beaucoup parlé de ce professeur qui s'appelle Mohamed Younous, qui est la personne qui a, disons, inventé, on peut dire, le concept du microcrédit et qui l'a déployé d'abord au Bangladesh, au Pakistan, et puis ensuite, c'est quelque chose qui s'est développé dans de nombreux pays du Sud. L'idée était très simple, hein. L'idée, c'était de dire que dans ces zones-là, dans ces pays-là, en fait, en apportant des capitaux à des populations fragiles, des populations vulnérables, et en apportant de tout petits capitaux, on pouvait avoir un effet de levier très important sur la génération de revenus pour eux et donc sur leur niveau de vie. Et le microcrédit se déploie comme ça dans les années 80. Et en fait, il y a une femme en France qui s'appelle Maria Novak, qui est une haute fonctionnaire, qui était une dirigeante de l'AFD, l'Agence française de développement, qui observe en fait ce mouvement du microcrédit dans les pays du Sud, qui rencontre à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions Mohamed Younous, et qui décide de créer l'ADI en France en essayant en fait d'appliquer le concept du microcrédit au contexte occidental qui est celui de la France. Donc voilà un peu comment naît l'ADI sur la base de cette inspiration. Mais à côté de ça, il y a aussi des constats très évidents, principalement deux. Le premier constat, c'est que avec l'émergence du chômage de masse, il va falloir
trouver des solutions innovantes et différentes et nouvelles pour permettre à tous et à toutes de pouvoir s'insérer durablement dans l'emploi. Et puis ensuite, le deuxième constat, c'est celui en fait des barrières très fortes qui existent en France pour l'accès à la création d'entreprises. Et ces barrières, du coup, elles sont un facteur d'exclusion pour tout un tas de publics, pour tout un tas de populations. Ces barrières, elles sont principalement autour de deux thématiques, autour de deux sujets. Il y a bien sûr la barrière de l'accès aux capitaux. Euh, à l'époque et encore aujourd'hui, en France, quand on a un projet de création d'entreprise, si on n'a pas de capitaux propres, personnels, et si on est dans une situation vis-à-vis de l'emploi un peu fragile, si par exemple on est demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA, on ne peut pas accéder au crédit bancaire. Or, le crédit bancaire classique, bah, c'est le principal levier de financement de la création d'entreprise, quoi. Donc, il y a ce constat que tout un tas de personnes, en fait, sont empêchées dans leur projet de création d'entreprise parce qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire, ils n'ont pas accès à des capitaux. Et puis, l'autre constat qui est fait, c'est celui de toutes les difficultés administratives, de toute la complexité qu'il peut y avoir autour de la création d'entreprise, complexité qui, du coup, constitue en elle-même un autre facteur d'exclusion, quoi. Et donc, sur la base de ce constat, de l'inspiration du développement du microcrédit dans les pays du Sud, Maria Nova crée comme ça, il y a un peu plus de 35 ans, il y a 35 ans, l'ADI. Aujourd'hui, je vais être très rapide, Paul. Aujourd'hui, l'ADI, Je t'en prie, c'est très euh, intéressant. Continue. aujourd'hui, aujourd'hui, l'ADI, elle défend cette idée-là. Elle défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur. Et d'ailleurs, ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. C'est-à-dire qu'en fait, la vision de l'ADI, c'est que l'initiative économique ne peut pas être qu'un droit sur le papier, sur le principe. Ça doit être un droit effectif. Et notre association, elle contribue à rendre à rendre ce droit effectif. Donc voilà un petit peu pour la vision. Un mot sur notre organisation. L'ADI, c'est une association d'une certaine envergure. Aujourd'hui, c'est une grande association nationale qui est présente sur tout le territoire français, qui compte environ 800, 900 salariés et environ 1500 bénévoles. Merci beaucoup pour cette introduction. Et je pense que c'est intéressant, tu as évoqué le microcrédit et peut-être de préciser un peu comment ça fonctionne. Voilà, finalement, enfin, qui est éligible à un tel financement, qui finance ce prêt, de quelle manière est-ce qu'on est accompagné, jusqu'à quel montant est-ce qu'on peut obtenir, pour faire quoi, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant de Ouais. développer un peu sur ce point. Tout à fait. Alors, pour reprendre, donc, l'ADI, j'ai évoqué deux constats. Et donc, autour de ces deux constats, l'ADI, depuis 35 ans, œuvre à déployer une offre de services qui s'articule autour de deux grandes thématiques. Il y a d'abord l'accès au financement avec notre produit phare qui s'appelle le microcrédit, et puis toute la dimension accompagnement et conseil des créateurs et des entrepreneurs pour leur permettre de prendre les bonnes décisions, de se lancer dans les bonnes conditions, de réaliser les démarches correctement, etc. Si on regarde un petit peu Non, c'est toute la matinée. si on se penche un petit peu sur le microcrédit, le microcrédit, c'est un outil relativement simple. C'est un outil de prêt. Donc, l'ADI, en fait, prête de l'argent à des entrepreneurs, ces sommes leur permettant de démarrer leur activité, de lancer leur projet ou bien de développer une activité indépendante. Le microcrédit de l'ADI, comme son nom l'indique, c'est un tout petit prêt. C'est un prêt qui est plafonné à 12 000 euros. C'est un prêt qui va avoir une tarification, un petit peu comme dans les banques, avec un frais de dossier, avec un taux d'intérêt. Et c'est très important pour nous que soit associé à ce prêt une tarification, parce que c'est une manière aussi de valoriser notre action, de valoriser notre service. Et ça représente aussi une forme, ça matérialise en fait aussi une forme d'engagement de la part des emprunteurs. Parce que l'ADI prête à des populations fragiles, des populations qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Néanmoins, le savoir-faire accumulé permet que l'ADI a une excellente maîtrise de son risque. C'est-à-dire qu'une institution qui prête massivement de l'argent, si elle n'est pas en capacité de maîtriser son risque, très vite, elle va disparaître. Or, ce n'est pas le cas de l'ADI. Nous, depuis 35 ans, on a une excellente maîtrise de notre risque. On fait d'ailleurs la démonstration que tous ces publics-là, ces populations auxquelles les banques ne peuvent pas ou ne veulent pas prêter, eh bien, c'est possible. Et nous, en tout cas, on y arrive.
Alors, pour revenir sur le microcrédit et ses caractéristiques, je disais un plafond à 12 000 euros, une tarification composée d'un taux d'intérêt et d'un frais de dossier, une durée de remboursement qui s'étale sur maximum 48 mois, mais qui va être très variable selon le choix le choix de nos clients, le choix des emprunteurs. Alors, le microcrédit, il se veut très inclusif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que comme on s'adresse à des gens qui n'ont pas d'autre solution que l'ADI pour concrétiser leur projet, il faut, nous, on tient à cœur que ce prêt puisse adresser les besoins du plus grand nombre. Donc, c'est un prêt qui permet d'abord de financer tout type d'objets, tout type de besoins, si je puis dire. Le prêt de l'ADI peut financer l'achat d'un véhicule, l'achat d'un stock de marchandises pour les commerçants, l'achat de matériel tout type pour les artisans, etc. Mais le microcrédit va aussi pouvoir financer la trésorerie des entrepreneurs qui se lancent, chose que les banques ne financent jamais. Donc, il est très inclusif parce qu'il permet de couvrir tout type de besoins. Le microcrédit de l'ADI, il est aussi inclusif parce qu'il couvre toutes les situations administratives des entreprises, c'est-à-dire tout type de statut. Il y a beaucoup de banques qui, par exemple, ne peuvent pas ou ne veulent pas financer les micro-entrepreneurs, ce qu'on appelait avant dans le passé les auto-entrepreneurs. Nous, elle a dit aucune exclusion sur les statuts, que ce soit des micro-entreprises ou bien des formes de sociétés SASU, SAS ou bien des entreprises individuelles. Pas d'exclusion sur les statuts à l'ADI. On finance également tout type d'activité, très important. Nos clients parfois se retrouvent dans des difficultés dans les relations avec les banques parce qu'ils ont des activités un peu originales ou parce qu'ils ont des activités sur lesquelles il y a des préjugés, je peux le dire, hein, de certaines banques. Par exemple, un chauffeur VTC, il peut avoir des difficultés à obtenir un prêt auprès d'une banque. À l'ADI, il n'y a pas d'exclusion. On finance absolument tout type d'activité, aucune restriction là-dessus. Alors, en termes d'individus, à qui s'adressent les services de l'ADI? Alors, en fait, ça, c'est une réponse assez simple d'apporter une réponse à cette question. Euh, peuvent solliciter les services de l'ADI toute personne qui a un projet d'activité indépendante ou bien qui a déjà une activité indépendante. On n'a pas besoin d'être un créateur, hein, on peut être aussi un développeur d'entreprise, qui a un besoin de financement. Et enfin, troisième critère, qui n'a pas accès au crédit bancaire et qui n'a pas personnellement les finances pour pouvoir répondre à ce besoin de financement. Donc voilà, c'est assez simple. Toute personne qui a un projet, qui a un besoin de financement, inférieur à 12 000 euros, bien sûr, et qui n'a pas la possibilité de répondre à ce besoin. Voilà qui sont les personnes qui peuvent solliciter l'ADI. Alors derrière cette définition un peu, comment dire, un peu conceptuelle, quelle est la réalité? Qui sont les clients de l'ADI? Les clients de l'ADI, c'est d'abord des personnes qui exercent une diversité d'activités qui ressemble un petit peu à l'économie française, j'ai envie de dire, hein. Alors, à l'exception de très grosses activités industrielles, par exemple, qui évidemment ne sont pas représentées chez nos clients, les activités de nos clients, c'est des activités d'artisanat, des activités dans le bâtiment, des activités de service, bien sûr, beaucoup de services aux personnes, des activités de transport de logistique, des activités dans le domaine de l'agriculture, etc., etc., hein. Donc vraiment, les clients d'Adi, c'est des personnes qui exercent une grande diversité d'activités. Beaucoup de commerçants ambulants aussi, beaucoup de commerçants, de personnes qui sont vendeurs sur les marchés. Les clients de l'ADI, c'est des personnes qui sont, en comparaison à la moyenne des Français, dans des situations de beaucoup plus grande fragilité. C'est normal, c'est ces gens-là qu'on cherche on cherche à adresser les besoins de ces personnes-là. Et donc, ça se traduit peut-être un ou deux éléments pour illustrer ça. Quasiment 50% des clients de l'ADI vivent en dessous du seuil de pauvreté. Peut-être une autre donnée, plus d'un tiers des clients de l'ADI, donc 35% des clients de l'ADI, sont bénéficiaires des minima sociaux au moment où ils viennent solliciter nos services. Donc voilà un petit peu qui sont les clients de l'ADI. Alors on a quasiment la parité, on a quasiment autant de femmes que d'hommes, alors que les femmes sont très sous-représentées dans la création d'entreprises en France en général. Chez nous, elles sont quasiment représentées à la parité. Là aussi, c'est normal, c'est-à-dire que les femmes, en fait, malheureusement, sont en plus grande difficulté vis-à-vis du prêt bancaire lorsqu'elles ont un projet de création d'entreprise. On a aussi pas mal des jeunes qui sont surreprésentés, 30% de jeunes. Et puis, peut-être un point, beaucoup de personnes qui sont résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a plus de 20% de nos clients qui sont résidents de quartiers prioritaires.
alors qu'ils représentent en France, les habitants des QPV, à peu près 8%, 7 ou 8% de la population française. Chez nous, ils sont fortement surreprésentés et c'est assez logique, quoi. Donc voilà un peu sur le microcrédit et sur les clients de l'ADI. J'espère que c'était à peu près clair, Paul. C'était très clair et justement, tu évoquais la mission d'intérêt général de l'ADI et puis le profil de vos bénéficiaires. Ça m'intéresserait que tu te développes un peu sur justement sur cette question de l'impact. De quelle manière est-ce que ces entrepreneurs financés par l'ADI sortent de la précarité? Alors j'imagine qu'il y a des niveaux de précarité variables. Est-ce que aussi les entreprises qui créent sont pérennes? On en parlait en préparant cette interview. C'est vrai qu'au finalement, c'est pas forcément évident quand on regarde rapidement le sujet que l'entrepreneuriat puisse être une voie finalement d'insertion sociale. Ça peut paraître risqué. Il y a quelque chose on associe l'entrepreneuriat au risque. Donc, comment est-ce que tu vois ce sujet et comment est-ce que vous évaluez votre impact social? Merci, Paul, pour cette question. Alors, à l'ADI, il y a historiquement une très, très forte culture de la mesure d'impact. Je fais juste un tout petit détour du côté de l'histoire et du passé. En fait, l'ADI a démarré une activité qui était complètement innovante, qui n'existait pas euh, en France et qui était naissante dans les pays du Sud. Et donc, l'ADI, elle a très tôt dû faire la démonstration de la pertinence de son action, de l'efficacité de son action et donc de son impact pour obtenir la confiance et le soutien des pouvoirs publics. Et ça, c'était encore plus vrai dans un contexte où on lançait quelque chose qui était complètement, voilà, il faut se remettre dans la situation de l'époque, à la fin des années 80, tout début 90. Bon, se dire qu'on va créer comme ça une institution qui va ressembler à une banque, mais qui va en même temps faire de l'accompagnement et du conseil gratuitement à des entrepreneurs. Alors à l'époque, l'ADI disait aux chômeurs. Bon, c'était quelque chose d'assez innovant, assez aussi dérangeant d'une certaine manière pour les pouvoirs publics, pour l'écosystème en place de l'économie sociale et solidaire et des acteurs de l'insertion. C'était quelque chose qui détonnait. Et donc, il a encore plus que d'autres acteurs, l'ADI a dû faire la preuve de l'efficacité de son action, de la pertinence de ses activités et de son impact. Donc, il y a une culture de la mesure d'impact qui est très développée depuis toujours à l'ADI. Nous, on a plusieurs, on a plusieurs outils, mais on réalise notamment une fois par an, une fois tous les 2 ans, pardon, une très vaste étude, d'ailleurs qui n'est pas réalisée par nous-mêmes, hein, évidemment, elle est réalisée par un cabinet externe qui est mandaté et qui va garantir la qualité et l'indépendance de cette étude. Et cette étude, en fait, elle nous montre des choses très intéressantes. Elle nous montre d'abord ce que tu évoquais, Paul, le taux de pérennité. Super important pour nous, bien sûr, c'est d'aider des personnes à démarrer leur activité, à développer leur entreprise. Évidemment, l'objectif de tout le monde, le leur, le nôtre, c'est que ces activités, elles fonctionnent, que les personnes puissent en vivre. Et donc, on va regarder le taux de pérennité, c'est-à-dire qu'on va interroger les personnes pour savoir si leur activité existe toujours. Nous, à l'ADI, on observe un taux de pérennité à 3 ans, c'est-à-dire 3 ans après l'intervention, 3 ans après le microcrédit, un taux de pérennité des entreprises financées de 81%. C'est un taux qui est très supérieur aux moyennes nationales sur des entreprises comparables, puisque la moyenne nationale, c'est plutôt autour de 60-62% sur les toutes petites entreprises telles que l'a dit en finance. Donc, on a un taux de pérennité qui est très supérieur à la moyenne et qui est voilà, qui est très bon, quoi. Se dire qu'un entrepreneur, 3 ans après, il a toujours son activité, il en vit, c'est plutôt, pour nous, en tout cas, c'est très satisfaisant. Et puis, on va regarder aussi autre chose. On va regarder aussi le taux d'insertion, c'est-à-dire qu'on va regarder 2 ans après notre intervention, on va regarder quelle est la situation individuelle des personnes. Est-ce qu'ils sont toujours en activité? Est-ce qu'ils vivent de leur entreprise? Est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils ont repris une formation ou bien est-ce qu'ils sont inactifs? Et à 3 ans, on est à un peu plus de 85% de personnes qu'on va considérer comme insérées, c'est-à-dire qui sont soit en formation, soit en formation longue, c'est-à-dire plus de 6 mois, soit dans l'emploi, soit qui vivent encore de l'activité indépendante que l'on a financée. Donc voilà un peu pour l'impact concernant la pérennité. L'impact de l'ADI, il s'observe et il se mesure aussi à l'aune de nos bénéficiaires.
Mais ça, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, l'a dit, on concentre notre activité sur des populations en situation d'exclusion, en situation de fragilité sociale et économique. Je crois qu'il y a un chiffre qui montre ça très bien, c'est l'idée, voilà, c'est le constat que 50% de nos clients vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et donc, cette cible-là que l'on adresse est aussi le garant de notre impact, c'est-à-dire qu'on finance les personnes qui en ont le plus besoin et qui sont dans des situations très délicates vis-à-vis de l'emploi et vis-à-vis de leur insertion, quoi. Donc ça, c'est un autre moyen aussi de démontrer l'impact de l'ADI. Peut-être un dernier point, nous, à l'ADI, on a développé un indicateur qui s'appelle le score d'exclusion sociale et financière. Et donc, c'est un indicateur un peu complexe qui intègre allez, une dizaine de données et qui nous permettent d'établir un score qui va déterminer le niveau plus ou moins fort d'exclusion sociale et financière de nos clients. Et ce score, il est suivi et il est mis à jour tous les 3 mois chez nous pour s'assurer qu'on reste bien fidèle à notre mission et à la cible que l'on souhaite adresser. Alors, ce taux de pérennité que tu évoquais est assez impressionnant, plus de 80%. Comment est-ce que tu l'expliques au-delà de votre talent évident? Est-ce que c'est la pertinence du ciblage des personnes à qui sont alloués ces crédits? Est-ce que c'est l'accompagnement? Parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer encore, mais vous n'êtes pas qu'une banque, vous êtes également une structure qui propose un accompagnement qui est très poussé, qui va du projet, l'accompagnement, du remboursement du projet entrepreneurial. Donc, comment est-ce que tu expliques ça et comment est-ce que tu fais le lien avec ce que vous proposez au-delà du simple financement? Ouais, excellente question. Merci beaucoup, Paul, de me lancer là-dessus. Comment est-ce qu'on explique ça? La première explication, c'est les qualités intrinsèques des entrepreneurs eux-mêmes. Ce sont eux qui gèrent leur entreprise, on ne la gère pas à leur place, c'est eux qui font tout. Et donc, ce qui explique ce taux de pérennité, c'est d'abord la somme des individus et de leurs qualités qui vont réussir à mener à bien leur projet de création d'entreprise. Ça, c'est la première chose. Et c'est aussi pour nous une grande fierté de pouvoir montrer que malgré toutes les portes qui se ferment pour ces personnes-là, malgré voilà, l'impossibilité qui leur est faite de mener à bien leur projet parce que les banques leur ferment les portes, parce que les démarches administratives sont très complexes, et ben nous, on fait la démonstration que si on apporte les bonnes solutions, les bonnes clés à ces personnes-là, elles réussissent, quoi. Donc c'est pour nous vraiment une grande fierté. Donc, la première chose qui explique ça, c'est les entrepreneurs eux-mêmes et qui, du coup, font un petit pied de nez à la société qui, pendant un bout de temps, leur a dit bah, vous n'y arriverez pas, vous ne pouvez pas le faire. Et puis d'ailleurs, vous avez des profils trop risqués, on ne peut pas vous prêter de l'argent. Et ben, en fait, ils y arrivent quand même, quoi. Ce qui montre que là-dedans, il y a aussi quand même beaucoup un sujet de perception, de préjugés, etc., du côté des banques. L'autre élément, bien sûr, que tu évoquais, Paul, c'est tout l'accompagnement que l'ADI propose. Contrairement à une banque, en effet, nous, en parallèle de notre intervention financière, donc du prêt que l'on octroie, nous allons proposer tout un tas de services d'accompagnement et de conseils aux personnes qui viennent nous voir. Ces services sont extrêmement diversifiés. Ils sont principalement chez nous délivrés par des bénévoles. Ils vont beaucoup se faire avant la création, avant l'intervention de l'ADI pour sécuriser le projet, s'assurer que la personne a bien conscience, a bien étudié, est bien prête à faire les bons choix, etc. Mais ces services d'accompagnement, ils se concentrent surtout après notre intervention pour permettre aux personnes de mener à bien, de développer leur activité, de pouvoir générer un revenu qui va être suffisant pour les faire vivre, eux et leur famille. Et cet accompagnement postérieur à la création, postérieur au microcrédit, il va se faire principalement en individuel, en tête-à-tête. Chez nous, chaque personne que l'on finance, que l'on appelle d'ailleurs des clients, chaque client va pouvoir accéder à un bénévole un peu référent, qui va être d'une certaine manière à sa disposition pour l'aider à répondre à des questions un peu précises, un peu spécifiques, et également pour le rencontrer et faire régulièrement avec lui un diagnostic un peu à 360 de l'activité. Donc, il y a une très, très forte dimension accompagnement dans l'activité de l'ADI. C'est très important. C'est ce qui fait aussi que c'est un peu l'explication aussi de notre savoir-faire sur la pérennité des entreprises, mais aussi sur la maîtrise du risque.
Et c'est aussi ce qui explique que notre activité, elle est portée par une structure associative. Parce que cet accompagnement et ce conseil, ils ont un coût très important pour notre organisation, puisqu'ils sont entièrement gratuits pour les bénéficiaires. Et donc, c'est ce qui fait que notre activité est absolument pas concurrentielle. Et donc, il n'y a pas les banques, il n'y a pas d'acteurs privés à vocation commerciale qui s'intéressent au sujet. Et c'est ce qui fait que l'activité de l'ADI, elle est très largement subventionnée par différents bailleurs, des financeurs privés, des financeurs publics, quoi, hein. C'est notamment lié à ce coût de l'accompagnement qui est assez important. Et puis ensuite, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Paul, un autre élément, bien sûr, c'est l'analyse des conseillers de l'ADI. C'est-à-dire que nous, à l'ADI, malgré notre volonté d'inclusion très forte, évidemment, on ne finance pas tous les projets parce qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité de ne pas mettre les personnes dans des situations plus précaires qu'elles ne le seraient déjà en venant nous voir. L'endettement, le crédit, c'est un outil à double tranchant. Il peut être extrêmement puissant, extrêmement bénéfique, mais il peut être aussi dangereux. Les situations de surendettement, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement dommageables pour les individus qui s'y trouvent. Donc, l'ADI a vraiment cette responsabilité de s'assurer qu'on prête aux bonnes personnes et pour les bons projets. Donc, en effet, nous, on ne finance pas tous les projets. Bien souvent, on va pas être en mesure de financer des personnes, soit parce que le projet ne tient pas la route, soit parce que les finances personnelles des personnes ne leur permettent pas de faire face à un endettement supplémentaire ou à un nouvel un primo-endettement, tout simplement. Donc, on va analyser les projets. Alors, bien souvent, les projets qui ne sont pas suffisamment mûrs, et ben, en fait, ils vont être accompagnés par l'ADI pour atteindre le degré de maturité. Ou bien les situations personnelles qui sont trop fragiles. Je prends un exemple, un fichage Banque de France. Bon, et ben, nous, on peut financer les personnes fichées, hein. On peut aussi financer d'ailleurs les personnes surendettées. Je reviens sur mon point sur le microcrédit très inclusif, hein. Il s'adresse vraiment à tout le monde. Néanmoins, s'il y a un fichage trop important, bon, on va inviter la personne à régulariser ce fichage et puis à revenir nous voir dans quelques semaines, quelques mois, une fois que le fichage sera régularisé, quoi. Donc, il y a aussi en effet cette sélection d'une certaine manière des projets qui fait que les projets qu'on finance, c'est les projets auxquels on croit et qui ont de fortes chances de réussite, quoi. Merci beaucoup. Dernière question avant de passer aux questions du public, et je vois qu'il y en a déjà pas mal dans le chat. Et donc, j'empiète un peu sur ce moment de questions-réponses pour poser une dernière question qui me tient à cœur, qui était la question du numérique. On n'a pas eu le temps d'évoquer depuis le début, ou en tout cas très en filigrane, mais il y a un peu deux sujets, et peut-être que je peux te laisser piocher ou voir comment tu peux jongler avec ces deux sujets, mais il y a d'une part, ce qui je trouve intéressant, c'est que vous utilisez le numérique pour innover dans la manière d'accompagner vos publics. Et je pense que ce serait intéressant que tu puisses expliquer un peu comment, effectivement, il y a une partie de l'accompagnement qui est faite sur le site avec un module qui est intéressant sur le sujet. Et par ailleurs, il y a quand même un sujet de fracture numérique. Même si vous n'êtes pas une association de lutte contre la fracture numérique, ce n'est pas votre objet social, malgré tout, vous êtes confronté à ce sujet. Et ça m'intéresserait que tu nous dises rapidement, effectivement, de quelle manière vous l'êtes confronté à ce sujet et comment est-ce que vous travaillez avec ces publics en difficulté avec le numérique. Je te laisse un peu piocher ou répondre à l'une Ouais. ou l'autre ou aux deux questions si tu le souhaites. Non, non, je vais essayer de répondre aux deux. Nous, en effet, les clients de l'ADI, donc à l'ADI, je redis, on appelle les personnes que l'on accompagne des clients, pas des bénéficiaires, des clients, c'est très important. Ils payent un service chez nous. Je disais, il y a une tarification qui est associée au microcrédit. Donc, les clients de l'ADI, de par leurs caractéristiques socio-professionnelles, si je puis dire, c'est des personnes qui sont beaucoup plus que d'autres en situation de fracture numérique ou qui peuvent être en difficulté avec le numérique. Pour tout un tas de raisons que vous connaissez d'ailleurs, vous accompagnant mieux que moi et que je vais pas détailler ici. Peut-être ce qui peut être encore plus vrai parmi les clients de l'ADI, c'est la dimension linguistique. À l'ADI, on a plus de 25% de nos clients qui ne sont pas nés en France. Donc, plus d'un quart des clients de l'ADI sont pas nés en France. Et donc, dans ce sujet de la fracture numérique, plus largement de la fracture sociale, mais qui se révèle aussi dans le numérique, il y a le problème de la langue, le problème de maîtrise de l'écrit et de la lecture. On a aussi, nous, à l'ADI, une population qui est très, très fortement surreprésentée parmi nos clients, qui sont les personnes issues de la communauté des gens du voyage, dans lequel il y a un taux
d'analphabétisme, d'illettrisme qui est beaucoup plus élevé que dans la moyenne de la population française. Donc ça aussi, c'est des freins auxquels on est plus particulièrement nous confronter à la DI chez nos clients. Euh, c'est problématique en fait, mais voilà, franchement, vous les connaissez mieux que moi. Hein, c'est le fait que de plus en plus de démarches se font en digital, le fait que de plus en plus d'activités, d'actions vont être dépendantes du numérique. Et donc, nous, pour ça, eh ben, nos bénévoles, en fait, ils passent beaucoup de temps, mais nos conseillers aussi, hein, passent beaucoup de temps avec les entrepreneurs pour leur montrer, leur apprendre à faire avec eux, bien sûr, un peu au début, mais surtout essayer de les autonomiser sur ces jeux-là. On n'a aucun problème d'équipement et d'accès, c'est-à-dire que vraiment les sujets, nous, je crois que la dernière étude montrait que plus de 98% de nos clients ont un smartphone, par exemple. Donc, il n'y a pas de sujet de matériel, il n'y a pas de sujet d'accès à Internet. Il y a vraiment un sujet de maîtrise de ces outils et de la complexité de certaines démarches. Et on accompagne nos bénévoles, nos conseillers, on les forme à ça pour qu'ils puissent eux-mêmes, en fait, assurer euh, un service de qualité auprès de nos clients. Dans bien des cas, on est amené à faire des démarches à la place des personnes aussi, hein, quand la fracture est trop forte, à faire les démarches voilà, sur l'URSSAF, sur le site des impôts, etc. Parfois même à faire carrément à leur place. Et puis, on a un service d'accompagnement un peu dédié sur ces sujets-là, qui s'appelle la Hotline, qui est un service centralisé au siège qui permet de prendre les relais dans toutes les zones géographiques où on ne pourrait pas proposer l'aide d'un bénévole localement parce qu'on n'aurait pas les moyens, les ressources sur place. On complète cette offre avec voilà, un service centralisé au siège. En même temps, on se rend aussi compte que le numérique, bah, il est absolument essentiel pour toutes ces personnes-là, que c'est aussi les usages qui font que de plus en plus, voilà, enfin, c'est un constat évident, quoi, le numérique est de plus en plus présent dans nos sociétés, dans la vie des personnes. Et donc, il a fallu aussi pour l'ADI prendre ce pas-là. Et donc, on a décidé que via notre site Internet, nous allions délivrer tout un tas de services de manière digitale qui viennent compléter tout ce qu'on fait de manière physique dans nos agences. Et donc, pour ça, je pense notamment à deux choses. On a sur notre fiche Internet 150, ouais, entre 130 et 150 fiches pratiques sur différents sujets liés à la création d'entreprise. C'est très vaste, c'est sur des secteurs d'activité, des démarches administratives. Enfin, voilà, il y a 130 fiches ou 150 fiches pratiques comme ça qui ont été conçues, pensées pour notre public. Donc, elles sont relativement courtes, avec des mots très accessibles, etc., quoi. Et puis, je pense à un autre outil qui est disponible en ligne sur notre site Internet, qui est entièrement gratuit, accessible à tous, qui est un outil qui permet de formaliser un peu son projet. Alors, dans la création d'entreprise, on parle beaucoup de business plan. On demande aux entrepreneurs de créer des business plans. Nous, on n'est pas tellement à l'aise avec cette idée-là parce que le business plan, c'est un formalisme. Bah, en fait, le business plan, c'est un facteur d'exclusion, en fait. Parce que c'est très difficile à rédiger, c'est très complexe, etc. Donc, nous, on n'aime pas trop l'idée du business plan. En revanche, on partage tout à fait l'idée qu'une création d'entreprise doit être réfléchie, doit être pensée, doit être anticipée. Et donc, pour ça, on propose sur notre site Internet un outil qui s'appelle Je construis mon projet. Et donc, il y a un outil d'aide à la construction du projet qui va adresser différentes thématiques. La thématique financière, bien sûr, avec le prévisionnel, la thématique du statut, quel bon choix de statut juridique, la thématique un peu personnelle. Suis-je fait pour ça? Est-ce que cette activité est faite pour moi, etc. Et puis la thématique commerciale, qui sont mes concurrents, quelle va être mon offre, etc. Et tout ça, rassembler ces différents modules dans un seul outil euh, très ergonomique, là aussi le plus simplifié possible. Et à l'issue de ce parcours qu'on peut faire sur notre site Internet, les personnes peuvent télécharger un document, un PDF d'une vingtaine de pages qu'on peut appeler un business plan si on veut, mais qui pour nous va être plutôt la description du projet des personnes. Et donc ça aussi, c'est un outil qui a été vraiment conçu pour des personnes dans la cible des clients de l'ADI, donc des gens qui sont pas forcément à l'aise avec les chiffres et pas forcément à l'aise avec le digital, avec le numérique. Merci Voilà, Paul, beaucoup. j'espère que ça répondait aux questions. Désolé, Ça réponse très. répond parfaitement et tu as parfaitement réussi à jongler entre ces deux concepts. Merci beaucoup d'avoir accepté l'exercice. Et on se reconnaît chez Whittaker aussi tout à fait dans cette double vision du numérique, à la fois vigilance vis-à-vis oui, vis-à-vis des personnes qui sont en difficulté, en tout cas, et donc empathie envers les personnes qui sont en difficulté et mise en place de dispositifs d'accompagnement. Ça, c'est un premier point. Et en même temps,
lucidité sur la puissance du numérique et la puissance, l'impact social qu'il peut avoir. Et nous, c'est pour ça qu'à la fois, on accompagne les gens sur le numérique et en même temps, on utilise le numérique pour accélérer des problématiques sociales, pour accélérer la réponse à des problématiques sociales. Et donc, on se reconnaît tout à fait dans ce diptyque que tu as présenté. Peut-être qu'on peut laisser la parole aux spectateurs et spectatrices de ce café numérique. Alors, est-ce que quelqu'un, alors il y a eu plein de questions dans le chat, vous m'avez envoyé plein de questions par mail, donc j'ai de quoi tenir 1 heure, mais est-ce que quelqu'un veut poser une question à l'oral? Vous pouvez tout à fait. Donc, si quelqu'un, je laisse 10 secondes à quelqu'un pour se manifester, sinon je prendrai des questions dans le chat. Suspense. Donc, les gens sont... Ah, si, Salimata. Bonjour. Bon, Excusez-moi, j'étais dans les transports. J'ai eu quelques coupures, mais j'ai trouvé ça parfait. Et ça correspond vraiment. Je suis présidente de l'association Maman sans frontières. Et vraiment, je trouve ça parfait et que ça répond vraiment à nos attentes. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on a ce que j'ai cru comprendre, si on a une association, est-ce qu'on peut demander un crédit pour toute l'association ou bien il faut demander des crédits par personne? Merci pour votre question et merci aussi pour vos encouragements, c'est très gentil. Non, donc nous, l'ADI prête aux personnes. Donc, si vous êtes président d'une association avec différentes bénéficiaires, il faut que chaque personne qui a un projet, qui a une activité, vienne voir l'ADI. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je voudrais juste dire 2 mots. Nous, à l'ADI, on peut également financer des activités informelles, c'est-à-dire des activités qui sont exercées, mais qui ne sont pas forcément déclarées. C'est une possibilité qu'on a. Bien sûr, on va essayer d'accompagner les gens vers l'immatriculation, c'est-à-dire qui créent officiellement leur entreprise. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille au black, entre guillemets, qu'on n'a pas accès aux services de l'ADI. Nous, à l'ADI, on peut aussi prêter aux personnes qui exercent en informel. L'autre chose que je n'ai pas dite, c'est super important. Je ne sais pas où sont situés où vous êtes situés, vous, les auditeurs aujourd'hui, mais l'ADI est présente sur tout le territoire français et particulièrement dans les Outre-mer. Nous, 30% de notre activité, elle se fait dans les Outre-mer et les Outre-mer au sens large, c'est-à-dire bien sûr les Antilles et la Guyane, mais également Mayotte et la Réunion, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, on est très présent dans les territoires, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Un chiffre aussi qu'il faut avoir en tête, que j'ai oublié de dire, quand même, pour se figurer ce que c'est que l'ADI et l'activité. Nous, à l'ADI, on finance à peu près 33 000 personnes chaque année. 33 000, voilà, 33 000 individus qui obtiennent un microcrédit de l'ADI. merci Basile, et ça fait le lien avec une autre question que quelqu'un nous avait envoyée, qui est finalement, comment est-ce que les associations peuvent se mettre en lien avec vous? En fait, aujourd'hui, il y a des représentants, des personnes qui travaillent dans plein d'associations différentes. Si quelqu'un identifie, tu t'y as un peu répondu tout à l'heure, mais peut-être sur le processus concrètement, Oui, ouais, si quelqu'un identifie un bénéficiaire qui oui, pourrait oui, avoir je besoin de votre m'excuse. service, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, je m'excuse, ma réponse était complètement incomplète, donc je suis désolé pour ça. Alors, comment est-ce qu'on prend contact avec l'ADI? Alors, il y a plein de possibilités. La première chose, c'est que l'ADI a un centre d'appel qui est ouvert tous les jours, toute la journée. C'est un centre d'appel national avec un numéro non surtaxé qu'on peut appeler de 8h à 18h. Vous retrouverez le numéro sur le site internet de l'ADI, vous retrouverez ce numéro partout. C'est le numéro unique, il y a un numéro unique de téléphone pour joindre l'ADI. Pour les personnes qui sont un petit peu plus à l'aise avec le digital, on peut prendre rendez-vous aussi avec l'ADI via notre site internet directement. Il y a un petit formulaire qui va poser quelques questions à l'utilisateur pour aboutir jusqu'à une prise de rendez-vous dans l'une de nos agences. Et puis enfin, il y a la possibilité de pousser la porte de l'une de nos agences. L'ADI, c'est un réseau d'environ 200 agences partout en France, un petit peu comme un réseau bancaire, complété même par 400 permanences. Les permanences, c'est des endroits où on va être pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, et qui viennent compléter notre réseau de 200 agences. Et donc, l'autre possibilité pour rencontrer l'ADI, c'est d'entrer dans de pousser la porte de l'une de nos agences. Et d'ailleurs, j'en profite, nous, à l'ADI, on a une très forte culture de l'accueil du public, de l'organisation d'événements. Donc, on organise
plusieurs milliers d'événements chaque année, des événements ouverts au public et entièrement gratuits, bien sûr. Et début octobre, on va avoir une grande campagne de communication. Et donc, on va organiser sur la première semaine d'octobre environ 500 événements partout en France. Et donc, n'hésitez pas, vous retrouverez tous ces événements sur notre site internet, les événements, les ateliers de l'ADI, sur le site internet de l'ADI. N'hésitez pas à vous y inscrire ou bien à proposer à vos bénéficiaires de s'y rendre. Et puis, il y a un autre niveau. Si vous travaillez dans une association et que vous souhaitez, au nom de l'association, rencontrer quelqu'un de l'ADI, pour évaluer les potentielles collaborations, les potentielles synergies, les partenariats qui pourraient être noués localement. Là aussi, le plus simple, c'est d'appeler notre centre d'appel. Appelez notre centre d'appel qui vous connectera avec l'un des dirigeants, l'un des managers de l'ADI localement. L'ADI est divisé en territoires. Pour chaque territoire, on a un directeur territorial qui couvre du coup plusieurs agences. Et le directeur territorial sera très heureux de vous rencontrer, vous représenter l'ADI et puis partager, discuter avec vous sur les synergies, les collaborations envisageables. Basile, merci beaucoup. Je vois qu'il est 10 heures. On va donc, conclure cette deuxième édition du Café numérique. Merci à toutes et à tous de vous être connectés en cette heure matinale, enfin il est un peu moins maintenant, mais tout à l'heure. Dernière information, on va vous envoyer un questionnaire pour savoir si ce nouveau format vous plaît, etc. Donc ça, c'est assez important pour nous quand on innove sur les formats, de savoir à quel point ça, voilà, ça vous plaît, c'est pertinent, tant en termes de contenu que d'horaire. On peut tout à fait faire ça plus tôt, plus tard, etc. Normalement, on fait plutôt les webinaires à 11 heures. Voilà, merci beaucoup. Basile, je ne sais pas si tu veux conclure, un mot de la fin, un message aux personnes qui étaient connectées aujourd'hui. Ouais, bah, un mot de la fin. Merci, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas vraiment à vous rendre sur le site de l'ADI pour compléter un peu les informations que je vous ai transmises. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous rencontrer ou bien à envoyer des personnes avec qui que vous aidez, les bénéficiaires de vos différentes activités, vers les services de l'ADI. Juste un mot sur la création d'entreprise. Nous, on ne pense pas que la création d'entreprise est la solution pour tous. En revanche, on pense que c'est très important que ceux qui souhaitent s'y essayer aient le droit de le faire. Et donc, on encourage tout entrepreneur qui veut se lancer à venir nous voir et à ne pas se censurer. Voilà pour le mot de la fin pour moi, Paul. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Bonne Au revoir. journée.